Il existe des endroits sur cette planète qui défient complètement les lois de la logique. Des communautés construites sur des falaises qui semblent sur le point de s'effondrer. Des villages qui flottent littéralement sur l'eau. Des bourgs creusés dans de la roche volcanique active. Des villas peintes en bleu qui semblent sorties d'un rêve. Des établissements qui survivent dans des conditions où la physique et la géographie disent que c'est impossible. Mais le plus extraordinaire n'est pas que ces lieux existent. C'est qu'il y a des familles entières qui y vivent, génération après génération, siècle après siècle. Des enfants qui grandissent en marchant au-dessus d'abîmes. Des anciens qui n'ont jamais connu l'asphalte sous leurs pieds. Des communautés qui ont transformé l'impossible en leur foyer quotidien. Qui ont fait de l'adversité géographique une identité culturelle. Qui ont fait de la difficulté extrême un mode de vie transmis comme un héritage. Ce ne sont pas des expériences scientifiques ni des projets architecturaux temporaires. Ce sont de vrais villages où les gens tombent amoureux, ont des enfants, célèbrent des mariages et enterrent leurs morts. Dans des endroits où, selon tous les standards modernes, personne ne devrait pouvoir vivre. Pourtant, ils vivent. Et ils prospèrent. Contre toute attente. Avant de découvrir ces 10 lieux extraordinaires, si tu es fasciné par l'exploration des recoins les plus impossibles de la planète, abonne-toi à la chaîne maintenant et like cette vidéo. Parce que ce que tu vas voir va complètement changer ta vision de ce qui est habitable. Allez, on commence. Numéro 10. Rennes, Norvège. Niché entre les pics enneigés de l'archipel des Lofoten, Rennes est un petit village côtier où le temps semble s'être arrêté. Avec à peine 300 habitants, sa beauté ne vient pas de la grandeur, mais d'une humilité silencieuse que très peu d'endroits au monde ont conservée. Des cabanes de bois rouge traditionnelles sont dispersées le long des rives du Réfjorden. Leurs reflets se doublent parfaitement dans les édios cristallines, créant une scène qui semble trop parfaite pour être réelle, sauvage et poétique à la fois. La vie ici suit le rythme de la mer, des marées et des saisons, pas celui des horloges ni des écrans. Les habitants pêchent et les embrassent à un tempo qui accompagne le calme de leur environnement comme ils l'ont fait pendant des générations. Les jours de beau temps, les pics monumentaux de granit se reflètent dans la surface immobile du fjord. Une vue si calme et surprenante qu'elle ressemble à un rêve. Et quand le brouillard arctique glisse sur les toits pendant les mois d'hiver, Rennes se transforme en un paysage de conte de fées, doux et d'un autre monde. Rennes n'a pas besoin de grandes présentations. C'est simplement un endroit où, une fois arrivé, le silence semble juste. Comme si ton cœur avait attendu exactement ce silence toute sa vie. Et qu'enfin, dans ce coin perdu de l'Atlantique Nord, il l'avait trouvé. Numéro 9. Gimmelwald, Suisse. En 1970, un millionnaire japonais a voulu acheter tout Gimmelwald pour en faire une station de luxe alpine. Les 131 habitants ont dit non. Ils ont déclaré leur village zone interdite au développement commercial pour toujours. Cette décision a fait de Gimmelwald une anomalie totale dans un pays obsédé par l'efficacité économique. Un village suisse sans hôtel, sans restaurant, sans magasin, sans distributeurs automatiques. Seulement 17 fermes familiales à 1363 mètres d'altitude, fonctionnant avec un système d'honneur du 19e siècle. Tu as besoin de lait? Tu prends une bouteille dans le frigo communal et tu laisses des pièces dans une boîte sans cadenas. Personne ne surveille, personne ne vole, parce qu'ici, la confiance est la seule monnaie qui compte. Les sentiers entre les maisons sont si étroits que 2 personnes ne peuvent pas marcher côte à côte. En hiver, les familles restent isolées pendant des semaines quand la neige bloque leurs portes. Les habitants parlent un dialecte allemand si ancien que d'autres Suisses ne le comprennent pas. C'est comme s'ils avaient construit une capsule temporelle avec des murs de granit et de la neige éternelle, et décidé d'y vivre pour toujours. Les vaches paissent sur les toits d'herbe. Le goutte à goutte de la fonte marque les heures. Et le silence est si profond qu'il donne le vertige aux visiteurs urbains. Un village qui a refusé le progrès. Et qui, en le faisant, est devenu le refuge le plus improbable de l'authentique. Numéro 8. Ronda, Espagne. Sur les impressionnantes falaises du Tajo, au cœur de l'Andalousie, Ronda est l'endroit où la beauté naturelle et l'architecture humaine rivalisent depuis 2000 ans pour voir laquelle des deux est la plus sublime. Le résultat est un match parfait qui laisse sans voix quiconque la contemple pour la première fois. L'immense gorge de 120 mètres de profondeur divise la ville en 2 moitiés, reliées par le Pointe Nuevo, une œuvre d'ingénierie du XVIIIe siècle qui s'élève à plus de 100 mètres au-dessus du vide, comme si la pierre avait décidé de défier la gravité par pure fierté artistique. Depuis les belvédères, le fleuve Guadalevin serpente 120 mètres plus bas, réduit par la distance à un fil d'argent entre des parois de roche. Se promener à Ronda, c'est marcher à travers des couches de temps superposées. Les Romains y ont construit leur Arunda il y a plus de 2000 ans. Les Arabes ont agrandi la ville pendant 8 siècles en laissant leur empreinte dans les bains du XIIIe siècle qui conservent encore leur voûte étoilée d'origine.
Ronda est aussi le berceau de la tauromachie moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec une arène inaugurée en 1785 qui fonctionne toujours. Mais au-delà de ces monuments, Ronda est avant tout une sensation. La sensation de te pencher sur le Tajo au coucher du soleil quand la lumière andalouse teinte la roche d'orange. Ronda ne t'explique pas son histoire, elle te la fait ressentir. Numéro 7, Blagaj, Bosnie-Herzégovine. Une maison de prière ottomane du XVIe siècle collée littéralement à une paroi rocheuse verticale de 213 mètres. Suspendue sur des pilotis de chêne plantés dans le lit rocheux de la rivière comme si ses constructeurs s'étaient moqués de toutes les lois de la physique qu'ils connaissaient. Voici la Tekija de Blagaj. Un bâtiment qui défie la gravité depuis 400 ans, construit exactement là où la rivière Buna surgit de la plus grande grotte souterraine des Balkans, avec un débit si violent qu'il a emporté tout ce que les hommes ont laissé à proximité pendant des siècles. Les moines derviches qui ont choisi cet endroit impossible croyaient que les eaux y reliaient directement à la Mecque. Et cette conviction leur a permis de construire là où l'ingénierie disait que c'était impossible. Les pilotis de chêne se sont enfoncés de presque 5 mètres dans la roche vive. Un exploit que les ingénieurs modernes ne comprennent pas encore complètement. Le niveau de la rivière change drastiquement toutes les 6 heures sans suivre aucun schéma identifiable. Les locaux l'appellent le souffle de la montagne. Le sol en marbre, à l'intérieur, maintient une température constante de 18 degrés toute l'année. Qu'il fasse 40 degrés dehors en été ou qu'il gèle en hiver, personne ne sait pourquoi. Pendant des siècles, la Tekija a résisté aux tremblements de terre, aux guerres et aux inondations. Quand tout autour d'elle s'effondrait, elle restait intacte. Un bâtiment qui ne devrait pas exister, mais qui refuse, avec une obstination presque humaine, de disparaître. Numéro 6. Monem Vasia, Grèce. Il y a quelque chose à Monem Vasia qu'on ne peut pas expliquer avec des photos ni avec des chiffres. Quelque chose qu'on ne comprend que quand on arrive et qu'on voit pour la première fois cet énorme rocher émerger de la mer Méditerranée comme si la Terre avait décidé de lever un point de pierre des profondeurs. Relié à la terre ferme uniquement par une étroite chaussée, Monem Vasia a vécu toute son existence entre l'Ohio et la pierre, sans plus d'options, sans plus de territoire que ce rocher de 2 km de long et 400 mètres de haut où une ville médiévale s'est installée il y a plus de 1000 ans et a décidé que cela suffisait pour exister. À l'intérieur de ces remparts, qui ont résisté aux attaques normandes, croisées, vénitiennes et ottomanes pendant 1500 ans, s'étend un réseau de rues pavées si étroites que 2 personnes avec des valises ne peuvent pas se croiser. Chaque coin aveugle, chaque impasse et chaque porte qui semble d'une maison mais mène à une cour commune ont été conçus délibérément pour dérouter les envahisseurs. Aujourd'hui, ce même labyrinthe défensif a l'effet paradoxal de faire perdre les touristes aussi. Mais ils adorent ça. Au coucher du soleil, quand la lumière dorée du soleil grec se répand sur les murs et transforme chaque texture en peinture, Monem Vasia semble plus rêvée que construite. Et à ce moment-là, suspendue entre le rocher et la mer, entre le passé et le présent, on comprend pourquoi elle n'a pas cédé depuis 1500 ans. Numéro 5. Koh Phangan, Thaïlande. Dans les eaux couleur émeraude de la baie de Phang Nga, Koh Phangan défie l'un des principes les plus basiques dont tout village a besoin pour exister, la terre ferme. Koh Phangan n'en a pas. Pas 1 centimètre. Pas une pierre qui ne soit entourée d'eau, c'est de tous côtés. Le village s'étend entièrement sur la mer, appuyé contre un majestueux rocher de calcaire qui émerge dramatiquement des eaux. Chaque maison, chaque passerelle, chaque espace communal est soutenu par des pilotis de bois plantés dans le fond marin. Une communauté de pêcheurs musulmans l'a fondé il y a environ 2 siècles, et depuis il n'a pas bougé d'1 millimètre. Ce qui a commencé comme un petit groupe de maisons flottantes a grandi génération après génération jusqu'à devenir un village de plus de 2000 habitants, avec mosquée, école, marché et, le détail qui étonne le plus les visiteurs, un terrain de football flottant. Un rectangle de bois sur l'eau où les enfants ont appris à jouer en adaptant les règles à la particularité du terrain. Le ballon qui tombe à la mer n'est pas une faute, c'est partie du jeu, comme tout à Koh Phangan. La vie ici suit le rythme des marées d'une manière que les habitants de la terre ferme ne peuvent pas totalement comprendre. Les marées ne sont pas une info météo. Ce sont l'emploi du temps du village. Et les enfants qui grandissent ici développent une relation avec l'eau et l'imprévu qu'aucune autre enfance ne pourrait leur donner. Numéro 4. Wairebo, Indonésie. Ce village est resté perdu pour le monde extérieur jusqu'en 2012. Pas parce que personne ne l'avait cherché, mais parce que personne qui ne le connaissait pas avant n'aurait pu le trouver. Quand un GPS défectueux a emmené des routards sur le mauvais chemin dans les montagnes de Flores, ils ont découvert quelque chose que la civilisation moderne avait oublié exister. Cette maison conique de 15 mètres de haut. Voilà Wairebo, cette structure
qui vus du ciel ressemblent à d'énormes champignons surgissant du brouillard d'une vallée où aucune route, aucun chemin pavé, aucune électricité du réseau n'arrive. Construite complètement sans un seul clou métallique. Juste du bambou entrelacé avec des techniques transmises pendant 19 générations de maîtres constructeurs qui n'ont jamais écrit leurs connaissances dans aucun manuel. 49 personnes vivent ici, dans une vallée si isolée que pour y arriver, il faut marcher 4 heures sur des sentiers qui disparaissent sous l'eau dans la saison des pluies. Les habitants ont développé 23 mots différents pour des types distincts de pluie. Pas parce qu'ils sont poètes, mais parce que la pluie définit absolument tout dans leur vie. Et depuis quand planter jusqu'à quand attendre des visiteurs? Le chef du village décide personnellement qui peut rester dormir. Il n'y a ni hôtel, ni réservation, ni plateforme digitale, seulement son critère et sa parole. Une forme de contrôle qui dans le monde moderne semble autoritaire mais qui à Wairibo est simplement la manière la plus efficace qu'ils ont trouvée pour protéger la seule chose qui leur importe vraiment. Rester eux-mêmes. Numéro 3, Chefchaouen, Maroc. Il y a un moment en tournant n'importe quel coin de Chefchaouen où le cerveau refuse de traiter ce que les yeux voient. Parce que ce que les yeux voient ne ressemble à rien que le cerveau ait vu avant. Un village entier peint en bleu, pas quelques maisons, pas une rue décorative. Tout, chaque mur, chaque escalier, chaque ruelle, chaque porte a une variation du bleu. Du bleu presque blanc des murs qui reçoivent le soleil de midi, jusqu'au bleu indigo foncé des recoins où l'ombre accumule la couleur pendant des heures. Personne ne sait avec certitude absolue quand la tradition a commencé. Les Juifs séfarades qui se sont réfugiés ici après l'expulsion d'Espagne en 1492 peignaient leurs maisons en bleu parce que pour eux cette couleur était le ciel et, par extension, la présence divine. Ils créaient un rappel permanent dans chaque coin de leur vie quotidienne. Des siècles plus tard, le bleu de Chefchaouen n'est plus seulement une couleur, c'est une identité. C'est ce qui transforme chaque promenade dans ces rues en une expérience qui touche quelque chose de plus profond que la vue. Et Chefchaouen a cette qualité rare que seuls certains lieux possèdent. La capacité de changer ton humeur sans que tu saches exactement comment il l'a fait. Tu entres dans le labyrinthe d'eau de ces ruelles avec l'agitation normale d'un voyageur et 10 minutes plus tard, quelque chose s'est calmé en toi. Les épaules se détendent, le pas ralentit, l'odeur de menthe fraîchement coupée mélangée à des épices que tu n'arrives pas à identifier. Et au coucher du soleil, quand la lumière transforme le bleu en quelque chose presque violet, tout le village semble soupirer. Et toi, te perdant dans ces rues sans besoin de te retrouver, tu comprends qu'il existe des façons d'exister que le monde moderne a oublié qu'elles étaient possibles. Numéro 2, Gassadalur, île Féroé. Et 47 personnes ont survécu complètement isolées du monde extérieur jusqu'en 2004, quand ils ont enfin terminé de creuser le tunnel qui traverse la montagne. Avant ce moment, les options pour entrer ou sortir de Gassadalur étaient exactement 2. 3 heures de marche sur des sentiers qui deviennent invisibles sous la neige en hiver ou hélicoptère quand le temps le permettait. Ce qui, aux îles Féroé, pendant les mois d'hiver, n'était pas très fréquent. Pendant 8 mois par an, quand les tempêtes atlantiques rendaient l'hélicoptère impossible, les 47 habitants restaient seuls, complètement seuls, avec les réserves de nourriture accumulées pendant l'été. Avec leurs propres histoires et leurs propres conflits, sans possibilité d'appeler qui que ce soit ni que quelqu'un vienne. Cette situation que n'importe quel citadin moderne décrirait comme un cauchemar logistique était pour les habitants de Gassadalur simplement l'hiver. L'ironie est que Gassadalur possède la cascade la plus photographiée de l'Atlantique Nord. La Moulafossure, 143 mètres d'océan qui se jette directement dans l'océan. Une image qui apparaît aujourd'hui sur des millions d'écrans et de couvertures de magazines. Mais les habitants de toujours ne la voyaient pas comme ça. Le vent entraînait son eau vers les champs en déposant du sel marin sur les cultures. Pour ceux qui vivaient à côté, la cascade la plus photogénique du monde était simplement une malédiction avec une très belle photo. Les anciens qui ont rêvé pendant des décennies d'avoir une route regardent aujourd'hui avec mélancolie le défilé de touristes qui viennent photographier ce qu'ils ont haï. Et certains admettent qu'ils regrettent quelque chose du temps où les tempêtes tenaient le monde entier à distance. C'est le paradoxe le plus beau et le plus triste de ces lieux impossibles. Que quand ils obtiennent enfin ce qu'ils ont toujours voulu, quelque chose d'essentiel de ce qu'ils étaient disparaît pour toujours. Numéro 1, Santorin, Grèce. La carte postale parfaite de la Méditerranée. Des maisons blanches avec des dômes bleus découpés contre le ciel. Des couchers de soleil qui peignent l'horizon d'orange et de rose. Des couples amoureux buvant du vin sur des terrasses qui surplombent le vide. Des photographes du monde entier qui se disputent le même angle de la même coupole que 100 millions de personnes ont déjà photographié. Mais personne ne mentionne la vérité. La vérité qui est littéralement sous les pieds de chaque touriste. Celle qui dort sous les fondations des hôtels où les chambres coûtent des milliers d'euros la nuit.
celle que le tourisme, avec sa capacité prodigieuse à rendre l'inconfortable invisible, a effacé de l'imaginaire collectif de millions de visiteurs. Santorin est un volcan actif, pas endormi, pas éteint. Un volcan actif que les géologues surveillent 24 heures sur 24 depuis un observatoire installé avec une ironie qui mérite des applaudissements sous une église orthodoxe au point le plus haut de la caldeira. Parce que cette caldeira aux eaux turquoises que tout le monde admire est un cratère, le vide que la montagne a laissé quand elle a disparu. L'explosion a eu lieu en 1627 avant Jésus-Christ, une éruption si colossale qu'elle a détruit toute la civilisation minoenne, si puissante que le tsunami généré a ravagé les côtes de la Méditerranée orientale jusqu'en Égypte, si catastrophique que certains historiens la relient au mythe de l'Atlantide. Les maisons blanches d'Oya ne sont pas blanches pour des raisons esthétiques. Elles sont construites et avec de la pierre ponce, la roche volcanique poreuse que l'éruption a laissée en quantités illimitées, et creusée directement dans la falaise parce que, comme l'a prouvé le tremblement de terre dévastateur de 1956 qui a détruit 80% des constructions traditionnelles, une maison-cave en roche volcanique résiste à ce qu'aucun bâtiment construit en surface ne peut résister. Aujourd'hui, l'île tremble en moyenne toutes les 18 minutes. Les sismomètres l'enregistrent constamment pendant que les touristes cherchent l'angle parfait pour la photo. La question que les volcanologues ne se posent plus est de savoir si Santorin entrera à nouveau en éruption. Cette question a une réponse. La vraie question est quand ? Et la réponse honnête est qu'ils ne le savent pas. Pendant ce temps, chaque année, plus de 2 millions de touristes arrivent pour célébrer des mariages sur le cratère, pour trinquer au-dessus de la caldeira, pour voir le coucher de soleil le plus célèbre du monde depuis le bord d'un volcan actif, sans le savoir, sans vouloir le savoir, avec cette capacité humaine extraordinaire à rendre habitable ce qui ne devrait pas l'être, pour transformer le danger en beauté, pour ignorer la réalité quand la vue qu'elle offre est suffisamment magnifique. Santorin arrive en tête de cette liste non pas parce qu'il est le plus dangereux, mais parce qu'il est le plus honnête. Il nous montre, avec son déni collectif, ce que nous faisons, tous ceux qui vivons dans ces lieux impossibles. Nous choisissons de rester. Nous choisissons d'appeler foyer ce que les manuels appellent imprudence. Et dans ce choix, répété génération après génération, se trouve tout ce qui rend notre espèce grande. Si cette exploration de lieux impossibles t'a laissé fasciner, et abonne-toi à la chaîne maintenant et like cette vidéo. Dis-nous en commentaire quel endroit t'a le plus marqué et si tu oserais vivre dans l'un d'eux. Ces 10 lieux prouvent quelque chose d'extraordinaire. Les humains peuvent s'adapter à presque n'importe quelle condition aussi extrême qu'elles paraissent. Des villages sur la mer, des villes sur des falaises, des bourgs peints en bleu, des communautés sur des volcans actifs. Chacun rejette les règles de base de l'habitabilité, et pourtant prospère. Parce que la détermination humaine surpasse n'importe quel obstacle géographique. Ce ne sont pas des expériences temporaires. Ce sont des foyers permanents où des générations sont nées, ont vécu et sont mortes, dans des endroits qui, selon la logique, devraient être complètement vides. Mais ils sont pleins de vie, d'histoire, de familles qui ont transformé l'impossible en quotidien, qui ont fait de la limite une identité. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers des lieux qui ne devraient pas exister mais qui refusent de disparaître. Jusqu'au prochain périple dans les recoins les plus impossibles de notre planète extraordinaire.